Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'endroit d'où vous nous recevez. En ce dimanche 19 janvier 2025, à cette occasion du jury du dimanche, ce numéro reçoit Madame ou Docteur Mbacho Dian, qui est épidémiologiste et experte en santé publique. Elle est diplômée également de la prestigieuse faculté de médecine Sydney Medical School de l'Université de Sydney en Australie. Merci beaucoup, Madame Dian, docteur, d'avoir bien voulu accepter l'invité du jury du dimanche. Très bien. Je rappelle également que vous êtes fondatrice d'une ONG du nom de Agora. On parlera également de l'évolution ici au Sénégal, surtout sur le plan politique. Alors, la première question est la suivante. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvée dans ce pays qui est à l'autre bout du monde, l'Australie? Oui, bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Donc c'est un réel plaisir d'être ici aujourd'hui et de partager mon expérience. Effectivement, je me suis retrouvée, j'ai commencé mes études ici au Sénégal, où j'ai fait sciences économiques à l'UGB, c'est là-bas où j'ai eu ma maîtrise en économie. Donc, et après ça, j'ai eu l'opportunité d'aller à Genève, en Suisse, pour faire des études là-bas en HEC. Et après, j'ai décidé carrément de changer de domaine. Ça ne m'intéressait plus. Donc, je suis allée vers la santé. Et la santé publique, c'était ma passion. Donc, j'ai eu une opportunité à Sydney et je suis partie. Je suis partie en tant qu'aventurière et j'ai fait mes études là-bas. Je les ai finies là-bas et j'ai commencé à exercer là-bas. Donc, je suis spécialisée en épidémiologie et surtout épidémiologie des cancers, donc épidémiologie clinique, donc travailler avec les patients qui souffrent de certaines maladies non transmissibles, comment l'impact des traitements qu'on fait sur eux, l'efficacité des traitements. Et c'est nous qui voyons l'efficacité des nouveaux interventions sur les patients et voir vraiment est-ce que c'est efficace et c'est coût efficace. C'est ça, voilà. Ouais, c'est ça. L'autre question, c'est pourquoi vous êtes resté dans ce pays? Je suis restée parce que j'étais passionnée de ce que je faisais. Les opportunités se présentaient. Moi, je suis une passionnée de recherche. Donc, il y a beaucoup d'appui, de financement pour faire des recherches pointues. Donc, et c'est ça qui m'a séduit. Donc, et je suis restée pour découvrir et pour apprendre aussi et pour grandir dans le milieu. D'accord. En partant, est-ce que vous aviez bénéficié d'une bourse d'État? Non, je n'ai pas eu de bourse d'État, donc je suis partie du Sénégal avec l'appui de ma famille. D'accord. Donc vous ne devez rien à l'État du Sénégal sur ce point? Ah si, je dois beaucoup à mon pays, je dois beaucoup à l'État. Donc quand j'étais à l'université UGB, j'étais boursière, j'étais à l'école, en fait une partie de mes études je l'ai fait à l'école publique. Donc je suis redevable et c'est une des raisons qui m'a fait réfléchir pour revenir au pays et vraiment participer au développement. D'accord. Où est-ce que vous travaillez là-bas? Je suis à l'université de Sydney, donc, qui est une université affiliée aussi à l'hôpital Royal Prince Alfred Hospital. Donc je suis entre les deux structures et voilà. Les conditions sont de loin meilleures qu'ici? C'est différent, donc on a l'opportunité de faire beaucoup de recherches de qualité, et je suis sûre aussi si c'est le cas, mais c'est deux environnements qui sont différents et les deux ont chacun leur avantage et leur inconvénient. Mais bon, je navigue entre les deux systèmes, donc du coup je comprends que c'est différent, mais positif dans les cas, dans tous les cas. Et surtout, vous êtes à l'abri du besoin. Les rémunérations sont très bonnes.
Moi, en tant que chercheur, les rémunérations, vraiment, c'est pas l'argent, c'est pas le plus important. Nous, ce qui nous importe, c'est est-ce qu'on se pose les bonnes questions, est-ce qu'on est en train de faire de la recherche qui impacte la vie des populations. C'est ça le plus important. L'aspect pécuniaire, vraiment, c'est après, quoi. D'accord. Parce que cette semaine, on a vu un journal très sérieux, c'est Le Soleil, faire un dossier sur l'exode des médecins sénégalais et pharmaciens vers d'autres cieux pour des raisons de débouchés et pour des raisons économiques. Est-ce que vous comprenez ce phénomène qui se passe, que des médecins quittent leur pays? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, il y a beaucoup de cliniciens. Moi, je ne suis pas clinicienne, donc, mais il y a beaucoup de cliniciens qui vont dans d'autres environnements pour découvrir, pour explorer, pour voir et acquérir de l'expérience dans d'autres environnements avec d'autres technologies, mais aussi, ils vont revenir tôt ou tard pour servir le pays. Donc, je pense que c'est plus sous cet angle-là que je l'aurais vu plutôt que l'aspect pécuniaire. D'accord. Quand vous entendez parler de fuite des cerveaux, ça vous dit quoi? Ça me dit que l'État doit investir sur ça pour encourager en tout cas l'expertise sénégalaise qui est dans la diaspora pour qu'on puisse revenir ici dans notre pays, essayer de participer au développement du pays. Donc c'est un phénomène qui est là parce que d'habitude on va à l'étranger dans un premier temps pour étudier, mais après les études, en fonction des opportunités et de là où on est exposé, on est tenté à rester pour explorer et en plus apprendre beaucoup plus. Donc l'État a un grand rôle à jouer pour vraiment impliquer la diaspora, l'expertise de la diaspora sénégalaise dans le développement du pays. D'accord. L'Australie, c'est plus de 17 000 kilomètres d'ici. C'est un pays accueillant, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de xénophobie. Moi, je dirais que oui, c'est un pays accueillant. Ils font l'immigration choisie. Donc, c'est un pays accueillant dans la mesure où c'est très multiculturel. On peut s'insérer professionnellement, travailler en paix. Mais le racisme qu'on déplore existe partout, dans beaucoup de pays, et c'est quelque chose de regrettable. Mais on essaie vraiment de s'adapter, de travailler et de montrer les bonnes choses de là où l'on vient. Donc, on ne veut pas se présenter comme des victimes, on essaie juste de survivre dans la société. D'accord. Émigration choisie, ça veut dire qu'ils n'accueillent pas n'importe qui, n'importe quoi, et même n'importe comment. Émigration choisie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne veulent que les têtes, les cerveaux, pas d'immigration économique. Ils veulent, oui, je pense que dans beaucoup de pays, c'est le cas, qu'on le dise ou pas. Donc, ils veulent vraiment choisir là où leurs besoins se trouvent et ils veulent des gens qui ont cette qualification pour qu'ils viennent. Donc, c'est ça la règle de base. Maintenant, vouloir quelque chose et la réalité, ils sont confrontés à l'immigration qui n'est pas régulière, comme on l'appelle. Et il y a beaucoup, en Australie, il y a beaucoup d'immigrants qu'ils appellent pas régulières, qui sont là-bas, mais qui essaient de trouver leur voie et chemin et pour se régulariser, si on peut dire ça. D'accord. Donc, voilà. D'accord. Et quand vous voyagez, vous prenez l'avion, vous ne prenez pas les pirogues. Non. Vous avez vu le phénomène? Oui, ils sont confrontés à ce phénomène des pirogues qu'ils appellent les boat people. Qui viennent d'où? Principalement Indonésie, Southeast Asia, les pays de l'Asie de l'Est, donc du sud-est de l'Asie, qui viennent à travers ces méthodes de migration. Beaucoup sont régularisés après un certain temps, mais il y en a d'autres qui sont plus dans des camps le temps que leur situation se régularise. Et ça aussi, ça pose beaucoup de problèmes
si je comprends bien. D'accord. Et quand vous voyez cette jeunesse sénégalaise, en tout cas une bonne partie, prendre les pirogues pour aller à Lampedusa, aux îles Canaries, ça vous touche? Ça vous dit quoi? Oui, ça me touche profondément d'ailleurs, parce que ils y vont parce que peut-être il n'y a plus l'espoir, il y a manque de... peut-être ils ne voient pas le bout du tunnel, et l'espoir est ailleurs. Et je pense que le plus gros travail, c'est de faire en sorte que la jeunesse voit l'espoir ici. Et ça, c'est des politiques publiques qu'il va falloir développer pour qu'on puisse vraiment compter sur cette jeunesse qui est une richesse. Si on va dans d'autres pays et on voit comment la population elle est âgée, les problèmes où sont confrontés, donc avoir une population jeune, c'est vraiment une grande richesse, et serait bien de les encourager à rester, mais aussi de les accompagner. Cela ne veut pas dire que les gens ne doivent pas voyager, mais la manière de voyager est très importante. D'accord, très bien. Donc vous avez l'expérience de l'Australie. D'après vous, quelles sont les différences les plus notables et les plus frappantes entre ce pays, continent, et le Sénégal, sur le plan politique et sur le plan social notamment? Sur le plan politique, c'est différent. C'est une démocratie. Ici aussi, c'est une démocratie. Donc ça, c'est les similitudes. Donc c'est deux pays démocratiques où on élit. Là-bas, c'est un premier ministre qui est plutôt élu. On dépend de la reine ou du roi maintenant d'Angleterre. Mais c'est un premier ministre et un parlement très fort, avec une multitude de partis politiques qui ont leur mot à dire au niveau du Parlement. Ils élisent les partis plutôt que les personnes, comparé à ici. Bien qu'ici, c'est les deux, hein, on élit la personne affiliée à un parti politique ou à une coalition de partis politiques. Donc, socialement, ou j'allais même dire sanitairement, donc c'est deux systèmes différents. Là-bas, c'est par exemple le système sanitaire aussi, je peux m'exprimer sur ce domaine parce que c'est le domaine que je maîtrise le plus. Le système sanitaire, c'est un système où l'hôpital public est gratuit pour les citoyens. Donc c'est l'État qui prend en charge les soins médicaux, ou la majorité en tout cas des soins médicaux. Il y a certains qui ne sont pas considérés comme des urgences ou des nécessités. Ça, c'est privé. Et on encourage les personnes les plus aisées à prendre l'assurance privée pour pouvoir payer et participer. Et un système impôt, c'est l'impôt sur les revenus des personnes qui financent ça avec le système d'assurance privée. Et si on ne veut pas aller dans l'hôpital public, on peut aller aussi dans l'hôpital privé si on est souscrit à une assurance. D'accord. Donc là-bas, quand vous tombez malade, quand vous venez à l'accueil, on ne vous demande pas de payer ou de l'argent tout de suite là, avant d'être pris en charge? Non, c'est un système où c'est centré sur le patient. Donc, on prend en charge les besoins du patient. Mais il faut prouver qu'on est australien. Par exemple, les Australiens, le système est gratuit pour eux. Quand on est étranger qui vit là-bas, donc on paye à travers un système d'assurance. D'accord. Avant d'en finir avec, c'est vous qui avez choisi de rester là-bas ou ce sont les Australiens qui vous ont retenu? Je peux dire que c'est les Australiens qui m'ont retenu, mais bon, j'ai aussi voulu rester, découvrir, apprendre et avoir de l'expérience dans un autre environnement qui est différent de mon pays. Donc, c'est les deux. C'était un choix, mais aussi un choix motivé par les opportunités qui se présentaient à moi après mes études. D'accord, très bien. On voit que chez nous, il y a le développement des maladies chroniques. Est-ce que là-bas, ils ont les mêmes maladies qu'ici? Oui.
Donc, partout dans le monde, on assiste à ce qu'on appelle la transition épidémiologique, c'est-à-dire les maladies. On est en train de shifter des maladies infectieuses, transmissibles, des maladies non transmissibles. Donc, et ça, c'est expliqué en partie par nos modes de vie, la sédentarité, c'est-à-dire on ne bouge pas beaucoup, beaucoup moins qu'avant, nos modes de déplacement, mais surtout l'alimentation. Donc, c'est ces facteurs-là qui expliquent que ces maladies-là maintenant sont des épidémies et malheureusement sont présents dans nos pays. Est-ce que le système sanitaire est assez préparé pour pouvoir prendre en charge ces cas-là qui sont de plus en plus nombreux de personnes malades, de maladies non transmissibles? Ça, c'est une autre question. Donc, mais il faut vraiment appuyer sur la prévention. Je pense que c'est le meilleur modèle pour nos pays. D'accord, très bien. Je rappelle à ce stade de ce numéro du JDD que nous recevons Dr Mbathio Dieng, qui est une épidémiologiste. Épidémiologiste, ça nous rappelle un peu la phase du Covid. On les voyait beaucoup sur les plateaux et même prévoir ou prédire un peu si on ne fait pas attention. Tout le monde risque d'y passer. C'était un peu hystérique, un peu de leur part. Mais on les voit de moins en moins. Où sont-ils? Ils sont dans les laboratoires, ils sont retournés dans les laboratoires ou ils se sont confinés? Où sont les épidémiologistes? Je pense qu'ils sont retournés dans les universités et les laboratoires pour continuer les recherches. Donc, Covid, c'était exceptionnel, comme vous venez de le dire, et on était exposés, les plateaux télé, les gens voulaient en savoir plus pour essayer d'expliquer la maladie, mais aussi de voir les traitements qui sont efficaces, ceux qui ne sont pas efficaces, les modèles qui étaient développés, les modèles épidémiologiques, on essayait d'expliquer tout ça. Donc maintenant, mais on continue de travailler sur les maladies, les causes et par exemple les interventions qui marchent ou qui ne marchent pas. Et les épidémies vont continuer de venir. On va faire face à des épidémies, que ce soit des épidémies qui existaient déjà, qui reviennent sous une autre forme, ou bien des nouvelles épidémies. Avec comment on vit maintenant, tout est favorable pour le développement des épidémies. Et on se déplace beaucoup, les contacts sont très rapprochés et tout. Donc, c'est normal. Donc, on est toujours actifs. Dans les labos, mais toujours. Oui, c'est ça. Non, en fait, la question, c'était, est-ce qu'on n'en a pas fait un peu trop avec le Covid? Parce qu'il y avait même des prédictions qui annonçaient des morts en quantité industrielle, entre guillemets, en Afrique, etc. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Est-ce qu'on n'en a pas fait trop en matière d'hystérie avec ce virus? Donc, Covid, c'était une situation nouvelle. Et, d'accord. ça a pris tout le monde par surprise. Mais l'Afrique a été sauvée par plusieurs aspects. On a une population jeune, je le disais tout à l'heure. Donc ça a été un facteur. Le climat aussi a été démontré ou a été suspecté comme quelque chose qui a favorisé la non-montée de l'incidence de la maladie. Mais aussi, l'Afrique a l'expérience, heureusement ou malheureusement, de la gestion des épidémies. Donc on a su très vite prendre nos marques et prendre les mesures ou les interventions, en tout cas efficaces, pour pouvoir limiter la propagation de la maladie. Donc, il y a des facteurs qui ont été très favorables. Donc, les prédictions, ça part toujours du worst case scénario, c'est-à-dire le scénario le plus mauvais. Et c'est ça, ça dépend de qui communique et comment on décide de communiquer. On peut communiquer sur le best case scénario, c'est-à-dire le meilleur scénario, ou on peut choisir de communiquer sur le pire, le scénario le pire. Et je pense que dans certains pays, c'est le choix qu'ils avaient fait. D'accord, très bien. Ici au Sénégal, beaucoup de gens ont été choqués après cet épisode du Covid d'entendre que les ressources financières, une partie, a été divertie, n'est pas arrivée à bon port, c'est allé dans des poches de quelques-uns.
Est-ce que ces histoires-là, vous les avez entendues chez, bon, je ne dirais pas chez vous, mais en Australie, est-ce qu'il y a eu des soupçons, des accusations de malversation après le Covid? Non, pas à ma connaissance. Je ne vais pas dire non d'un non affirmatif, mais pas à ma connaissance. La question, c'était plus la redevabilité. Est-ce qu'on a communiqué au bon moment? Est-ce qu'on a fait les bonnes interventions? Est-ce que les hôpitaux étaient bien préparés pour faire face? Est-ce qu'il y a des décès qui pourraient être évités? Après Covid, c'est ces questions-là qu'on gérait là-bas. Maintenant, ici, c'est plus, et ça, c'est un phénomène malheureusement très présent en Afrique, où quand en période de crise, les décisions sont prises de façon pas régulière, le plein pouvoir des décideurs publics. Donc, et ça favorise certaines pratiques. Et je pense que c'est ce qui s'était passé avec Ebola dans certains pays. Et ça a été... des alertes ont été émises par rapport à ça. Et malheureusement, on n'a pas appris de ces leçons. Et peut-être ces mêmes pratiques ont été reprises lors de Covid, peut-être au Sénégal, mais aussi dans d'autres pays. Donc c'est dommage, mais je pense qu'on doit prendre des leçons sur ça et vraiment veiller à la transparence et la gouvernance. D'accord. Quelles sont aujourd'hui les épidémies les plus inquiétantes en Afrique, au Sénégal, d'après vous, en tant qu'épidémiologiste? Les gens parlent beaucoup de... Bon, il y avait Ebola ici, il y avait le Covid, maintenant ils parlent de Mpox, de trucs, mais les maladies chroniques, me semble-t-il, font beaucoup de ravages. Ouais. Diabète, cancer, hypertension, arthrose, les trucs rénales, les maladies rénales, etc. Quelles sont les maladies les plus inquiétantes d'après vous sur lesquelles vous pensez qu'on devrait mettre l'accent? Oui, bon, il y a les maladies infectieuses, c'est transmissible, c'est les Covid, Sida, tout ça. Effectivement. Donc, et je pense que on a beaucoup souffert de ces maladies infectieuses-là en Afrique, et je pense que pour certains, c'est très maîtrisé. Et les interventions qui marchent sont connues. Par contre, ce qui est le plus inquiétant, c'est les maladies non transmissibles présentement, parce que ça tue, ça coûte cher, la prise en charge. Et pour la plupart, on peut prévenir en appuyant sur l'éducation pour que les gens puissent avoir des modes de vie sains. Donc, c'est là où l'Afrique fait face à ces défis-là, des maladies non transmissibles. Donc, c'est vraiment un problème de santé publique. Je ne dirais pas que c'est plus important que les autres, mais je dirais que c'est très important, et il va falloir être regardant sur ça et développer des mesures préventives, plutôt que de s'appuyer sur l'aspect traitement, mais sur l'aspect prévention et suivi après traitement. Ça, c'est très important. D'accord. L'explosion de ces pathologies-là, bon, les gens parlent tout le temps, le changement de mode de vie, d'alimentation, la pollution, etc. Ce sont les seules causes, les seules explications. Oui, en tout cas, c'est les facteurs de risque les plus marqués, c'est-à-dire l'alimentation, la sédentarité, c'est-à-dire manque d'activité physique, mais aussi l'environnement, c'est-à-dire si on est exposé à certains types de pollution dans l'air, dans l'espace. Et maintenant, on vit dans un monde, une seule santé, One Health.
Donc la santé humaine est intimement liée à la santé de l'environnement, mais aussi à la santé des animaux. Donc tout ça est intimement lié et ça favorise et les maladies infectieuses, mais aussi certains aspects des maladies non transmissibles aussi s'expliquent par des aspects environnementaux. D'accord. Il y a des esprits cyniques, je peux les appeler comme ça, qui se réjouissent quelquefois de la montée des maladies parce qu'ils disent que c'est de nature à réguler un peu la population mondiale qui ne cesse de monter. Est-ce que ces formes de position-là, en tant que scientifique, vous choquent? Qu'est-ce que vous en dites? Bon, je me dis que c'est choquant, oui, parce que on peut même tomber malade et ne pas mourir. Donc, des gens peuvent attraper des maladies chroniques et vivre avec pendant des années. C'est des coûts supplémentaires. Ils sont plus en mesure de travailler, d'être productifs pour l'économie. Mais ça ne veut pas dire qu'on attrape la maladie et on meurt subitement. Donc, prendre ça comme un moyen de réguler la population, je trouve pas. Je vois pas l'association, bien que tomber malade pour certaines maladies augmente le risque de décès. Mais je dis que c'est juste nos modes de vie qui ont changé. Donc, on est face à une transition épidémiologique et c'est normal que ces maladies surviennent. Maintenant, le plus important, c'est de savoir comment les prévenir, pour ceux qu'on peut prévenir, et comment on prépare nos systèmes de santé pour qu'ils puissent faire face à ces flux de malades. Je pense que c'est ça. Et comment les prendre en charge durant la maladie, mais aussi après. D'accord. Est-ce que je ne sais pas si vous avez des renseignements sur ça, y a-t-il assez d'épidémiologistes ici au Sénégal? Oui, je pense. Je ne suis pas très sûre du nombre, parce que le principal problème qu'on confronte dans nos pays, c'est les données. Donc, surtout le travail qu'on fait, parfois on est confronté à ces questions de données-là. Je ne sais pas pour les épidémiologistes combien il y en a au Sénégal, mais j'en connais, donc certainement il y en a beaucoup, mais d'accord. Je ne peux pas... D'accord, très bien. On a lu sur votre biographie que vous avez 15 ans d'expérience. Là, vous avez connu un peu l'exil, entre guillemets. Est-ce que quand on est loin du sol natal, on a de la sérénité, on n'a pas le mal du pays? Est-ce que l'exil est toujours serein? Non, pas vraiment. Bon, ce qui peut le rendre serein, c'est de garder les connexions avec son pays, avec sa famille, ses amis, mais aussi avec son travail, participer de près ou de loin, c'est de participer vraiment à ce qui se fait dans le pays. Et ça donne un équilibre. Mais aussi de voir qu'aller à l'étranger, ce n'est pas une punition ou une malédiction, mais c'est plutôt une expérience de vie, apprendre de nouvelles horizons, rencontrer de nouvelles personnes, évoluer dans un environnement et un cadre différent. Et ça, je trouve que c'est enrichissant. Maintenant, c'est cette expérience-là, après qu'on ramène chez soi, pour vraiment pouvoir avoir ce regard comparatif et pouvoir contribuer et voir là où c'est important d'intervenir, si je peux le dire comme ça. D'accord. Vous voyagez donc beaucoup. Je vais poser une question que vous n'aimez pas. Est-ce que vous prenez notre compagnie nationale pour voyager, Air Sénégal en l'occurrence? Les routes que je prenne ne sont pas... Air Sénégal ne fait pas ces routes-là. Mais oui, pourquoi pas, si je dois voyager et que les trajets qui me sont proposés à Air Sénégal dedans, ça ne me gêne pas tant que ça. Mais peut-être faire un plaidoyer pour un service clientèle beaucoup plus appuyé, pour encourager les gens qui ont peu de temps pour relier deux endroits de pouvoir... D'accord, très bien.
Et en Australie, pour en finir, il y a beaucoup de Sénégalais là-bas, parce qu'il n'y a pas de représentation diplomatique. Non, non, il n'y a pas. Donc, il y a beaucoup de Sénégalais, je peux dire comme ça. Je ne sais pas le nombre, malheureusement, parce que c'est un grand pays, les gens sont dispersés dans plusieurs villes. À Sydney, on a une grande communauté sénégalaise là-bas et qui sont organisés aussi et qui se voient de temps en temps pour les événements culturels du pays qui se rencontrent. Donc, ouais. D'accord, très bien. Je rappelle que nous recevons, et puis également, on peut ajouter que là-bas, quand ici on fait des élections, on organise des élections, vous n'avez pas la possibilité d'exercer votre droit de vote. Pourquoi? Bon, on n'a pas d'ambassade, on est rattaché à l'ambassade du Japon, qui est à 8 heures de vol de Sydney, par exemple. Donc, je ne sais pas, est-ce que ça va se faire dans les prochaines années, mais les Sénégalais qui sont là-bas n'ont pas l'opportunité de voter. Mais on nous envoie des missions pour la confection des passeports, des pièces d'identité et tout ça. Donc, voilà. Ça vous manque pas ou ça vous met pas en colère de ne pas pouvoir voter? Oui, on aimerait bien accomplir ce devoir citoyen-là. Donc, peut-être un jour, peut-être il y a des normes, je ne comprends pas l'administration et la diplomatie, comment ça marche, mais peut-être qu'il y a un quorum qu'il faut atteindre pour pouvoir installer des bureaux. Mais si c'est effectif et qu'on doit l'avoir, ce serait bien pour que les Sénégalais là-bas puissent voter. Et partout d'ailleurs. D'accord, très bien. On va revenir sur quelques aspects politiques, même si aujourd'hui on reçoit la société savante. Ce n'est pas la société politique, encore moins la société civile qu'on reçoit aujourd'hui. Je rappelle que nous recevons Dr Mbathio Dieng, qui est une épidémiologiste. Vous êtes sur le point un peu de revenir au pays, parce que vous avez fondé une ONG du nom appelée Agora. Agora, ça veut dire quoi? C'est la place publique. Ouais. Hein? Ouais. Qu'est-ce que vous faites avec cette ONG? Agora est une ONG locale qui est basée à Saint-Louis, au nord. Donc, on travaille sur la santé publique et nos actions sont principalement sur 4 axes. La santé de la mère et de l'enfant. Donc, on essaie d'identifier les femmes dans la période de grossesse et les accompagner jusqu'à l'accouchement, et avec un focus sur les femmes qui sont en milieu rural pour qu'elles puissent vraiment intégrer les structures sanitaires durant cette phase de leur vie et pour un accouchement sécurisé. Mais aussi, on s'occupe des enfants dans tout ce qui est nutrition et s'assurer que l'enfant a la bonne nutrition jusqu'à l'âge de 5 ans et ne pas souffrir de malnutrition aiguë ou chronique qui est très prévalent dans la région. Donc l'autre axe, c'est vraiment notre volet nutrition qui est très prononcé au niveau de l'ONG. Donc tout ce qui est prévention, donc on travaille sur l'éducation des populations, sur l'alimentation saine et équilibrée pour justement les accompagner pour éviter la survenue de certaines maladies. Et surtout dans la région de Saint-Louis où les maladies comme le diabète, l'hypertension sont très prévalentes. Donc on essaie vraiment de changer certaines habitudes pour aider les populations à faire face. Donc, et l'autonomisation des groupes vulnérables aussi, mais aussi tout ce qui est promotion de la santé. On travaille aussi sur ces axes-là. D'accord. Voilà. Pourquoi avez-vous choisi de vous implanter dans la zone nord à Saint-Louis? Oui, d'abord parce qu'on est de Saint-Louis. L'organisation a été fondée par des jeunes Saint-Louisiens. Donc, nous commençons Baïsawe autant, comme on dit. Donc, on expérimente ou on fait nos interventions pour voir l'efficacité de ces interventions. Et après, dans le long terme, on va s'ouvrir à d'autres
à d'autres régions. Donc, et Saint-Louis est confronté à beaucoup de problèmes de santé publique qui sont liés à la nutrition, la santé de la mère et de l'enfant, mais aussi à d'autres problématiques liées à l'environnement, avec l'exploitation des hydrocarbures dans la région, tout ça. Donc, il faut qu'on travaille sur ces problématiques-là pour pouvoir vraiment développer des interventions qui marchent et après les ouvrir dans d'autres régions. Oui, c'est ça. Et même dans des actualités, on a entendu que la région bat des records en matière de diabète et que même les jeunesses, les jeunes ne sont pas épargnés. Qu'est-ce qui explique tout ça? Oui, donc récemment, on a organisé un salon de la nutrition à Saint-Louis et on débattait vraiment de ces questions-là avec les spécialistes. Donc, il y avait les diabétologues, les endocrinologues qui étaient là-bas. Donc, l'explication qu'ils donnent vraiment, c'est les modes de vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, la sédentarité, changement de mode de vie, les gens ne bougent plus, ils sont sur les ordinateurs, les téléphones toute la journée. Certains ne font plus de sport. L'alimentation aussi, dès qu'on a une bourse un peu élevée, on tend à manger les aliments qui sont très process, c'est-à-dire transformés, ultra transformés. Donc, qui sont remplis de sucre, de sel. Et c'est les explications qui font que dans la région, il y a cette montée de certaines maladies non transmissibles, surtout le diabète. Mais aussi, ce qui est le plus inquiétant, c'est que c'est chez les patients jeunes entre 20 et 30 ans, diabète de type 2, ce qui n'est pas très favorable. Donc, parce que d'habitude, c'est à un âge beaucoup plus avancé. Donc, c'est ces facteurs-là qui expliquent aussi nos interventions à Saint-Louis qui sont axées vraiment sur cet aspect nutrition, alimentation. Et un focus doit être sur cette souveraineté alimentaire pour pouvoir vraiment exiger une bonne nutrition. Parce que si on n'a pas la souveraineté alimentaire, on n'a pas la sécurité nutritionnelle. D'accord. Est-ce que vous pensez que les pouvoirs publics ont véritablement pris conscience de ce phénomène-là et agissent en conséquence? Oui, je pense qu'ils en sont conscients parce que c'est un des axes importants de la nouvelle vision de la souveraineté alimentaire. J'ai vu que c'est quelque chose qu'ils comptent développer dans certains pôles. Maintenant, comment faire la connexion avec les populations locales, l'éducation nutritionnelle, ça, en tant qu'acteur local qui travaillons avec les communautés, ça manque toujours. Donc, on n'a pas cet appui-là des autorités pour pouvoir travailler. Parce que c'est nous, les organisations locales, les organisations communautaires de base qui sommes en contact direct avec les populations. Donc, c'est important que les visions qui sont au sommet soient transmises ou travailler en tout cas avec ces organisations locales pour une meilleure appropriation des communautés locales. Donc, voilà. Donc, c'est sur ces axes-là qu'on aimerait bien les voir intervenir. Oui, c'est ça. Il y a un grand écrivain qui disait, je pense que c'est Ousmane Socé Diop, Saint-Louis, centre du bon goût et de l'élégance. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, c'est toujours le cas. Comment ça? Il y a toujours du raffinement là-bas, de l'accueil. Il n'y a pas d'angoisse. Parce que je vois que, surtout l'île, est laissée un peu en rade. Il y a les vieux bâtiments qui tombent en ruine, qui périclitent, etc. Ça, c'est le bon goût et le raffinement. L'âge d'or de Saint-Louis n'est-il pas passé? Non, je ne pense pas. Et je pense qu'effectivement, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à rénover, il y a beaucoup à, si je peux le dire, moderniser. Mais certains de ces bâtiments aussi tombent sous le sceau de patrimoine universel. Donc, faire des réflexions, c'est un peu plus compliqué que peut-être dans d'autres régions. Mais Saint-Louis, c'est la belle, elle garde toujours son élégance.
son accueil chaleureux. Et voilà, ça... Et vous pensez que les Saint-Louisiens s'occupent vraiment comme il faut de leur ville? Ou bien c'est une question difficile? C'est une question difficile. D'accord, très bien. Je rappelle que vous êtes en train de suivre JDD. Vous êtes sénégalaise. Vous n'avez pas pu voter là, en fait, aux dernières élections parce qu'en Australie, si vous êtes là-bas, vous ne votez pas. Mais il y a un changement dans le pays. Il y a le PASTEF qui est arrivé au pouvoir. Qu'est-ce que vous dites? C'est une bonne nouvelle pour le Sénégal? Comment vous avez réagi à ça? C'est une bonne nouvelle dans la mesure où c'est la démocratie qui a parlé. Donc, les Sénégalais sont sortis, ont voté, ont choisi le parti qui porte leur espoir. Donc, c'est important de saluer ça. Et la jeunesse du leadership au Sénégal, c'est très important. Donc, on a des jeunes qui sont au pouvoir, avec de nouvelles idées, qui sont innovants pour la plupart. Donc, moi, je pense qu'il faut juste les accompagner et voir ce que ça donne. Et espérons que la mayonnaise va prendre. Et donc, c'est un espoir. Moi, je pense que... Voilà. D'accord, très bien. Vous êtes issu un peu de la diaspora. On a vu que le parti au pouvoir entretient une sorte de lune de miel avec la diaspora, avec de bons scores là-bas. Est-ce que vous avez tenté de trouver une explication à cette osmose-là qu'il y a entre la diaspora et le parti au pouvoir actuellement? Bon, la diaspora, on est exposé à d'autres modèles de développement. Donc, à chaque fois, on aspire le meilleur pour nos pays. À chaque fois qu'on est à l'étranger, on voit quelque chose, on se dit, tiens, pourquoi pas au Sénégal? Donc, tout acteur qui porte un message qui va dans ce sens aura le support de la diaspora. Et la diaspora fait un support intellectuel, financier, mais aussi accompagne. Et les gens sont prêts de revenir pour vraiment accompagner le nouveau régime pour le travail qu'ils sont en train de faire. Donc, je pense que c'est l'espoir, mais aussi l'amour et la passion qu'on a pour notre pays, que quand le message est clair, avec un soubassement basé sur la redevabilité, la transparence et la gouvernance. C'est un message qui séduit facilement la diaspora parce que dans la plupart des pays où on vit, c'est ça. Et on voit que c'est ces modèles-là de transparence, de redevabilité et de lutte contre la corruption qui marchent. Donc, c'est des messages captivants. D'accord, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Vous ouvrez un peu la brèche parce que l'actualité, c'est la levée d'immunité parlementaire d'un député qui serait impliqué dans des histoires de corruption et de blanchiment d'argent. Ça, vous dites qu'il n'y a rien à dire, c'est de la reddition de comptes et pas règlement de compte. Tant que ça reste la réduction des comptes, c'est quelque chose qu'on supporte et on applaudit parce qu'un pays ne peut pas avancer si les gens ne rendent pas les comptes de ce qu'on leur donne, que ce soit petit ou grand. Donc, c'est important. Maintenant, on va suivre comme tout le monde et voir où est-ce que ça va finir parce qu'il y a une histoire récente aussi sur ces histoires de reddition de comptes. Donc, on verra où est-ce qu'on va, mais c'est quelque chose qu'on encourage et je pense que tout bon citoyen doit demander ou exiger une reddition des comptes pour tous ceux qui ont des postes de responsabilité dans quelque domaine que ce soit. Ouais, c'est ça. En Australie, est-ce que c'est la même chose qu'au Sénégal? Parce qu'ici au Sénégal, le parti politique qui perd le pouvoir, la plupart de ses militants ou en fait de ses responsables risquent de se retrouver avec des démêlés judiciaires dans le collimateur de la justice.
Est-ce que c'est le cas là-bas chez vous ou bien là-bas les garde-fous sont déjà mis, il n'y a pas de micmac, etc. C'est différent d'ici. C'est différent dans la mesure où les systèmes sont beaucoup, comme vous avez dit, hein, les garde-fous sont beaucoup plus peut-être établis et stricts. Le système ne favorise pas du tout certaines pratiques. Donc, et je pense qu'on doit tendre vers ça. Et une fois qu'on atteint ça, peut-être dans quelques années, ce sera différent parce que les gens seront tellement encadrés durant l'exercice de leurs fonctions qu'ils n'ont pas qu'ils ne peuvent pas faire certaines pratiques. Donc, une fois que c'est atteint, je pense que voilà, donc c'est des garde-fous qui doivent être. La prévention doit prévaloir. L'Australie, vous m'avez dit, on revient sur c'est un pays développé. Là-bas, les gens ne badinent pas, d'après votre expérience, ne badinent pas avec l'argent public. Il n'y a pas ça. Non, non. C'est très strict. Et les gens qui s'aventurent à faire ça sont sévèrement corrigés. Donc, et je pense que c'est ces modèles-là qu'on doit essayer de développer aussi dans nos pays, parce que l'argent du contribuable est sacré. Et les élites regardent davantage l'intérêt général. Ça, c'est très important que leur propre intérêt. Parce que d'ailleurs, il n'y a pas de bonheur individuel. Le bonheur, il est tout le temps collectif. Parce qu'il n'y a pas d'îlot de prospérité dans un océan de misère. Ici, les dirigeants africains, je pense que c'est ce qu'ils ont du mal à comprendre. Vous avez vu ou lu Vision 2050, la vision des nouvelles autorités. Vous êtes impressionné ou pas? Oui, je suis impressionnée dans la mesure où il y a un focus qui a été fait sur les pôles, c'est-à-dire de ne pas disperser les efforts, d'identifier les différents pôles, 7 pôles je crois. Donc, et ces pôles-là, chaque pôle, on va vraiment se concentrer sur ça pour essayer de développer les potentiels ou utiliser les potentiels de cette pôle-là pour un développement durable. Et je pense que c'est un modèle intéressant. Donc, on verra qu'est-ce que ça donne d'ici quelques années. Et voilà, mais il y a de l'espoir. D'accord. Vous êtes bienveillante. Par rapport aux nouvelles équipes, vous n'auriez pas de la sympathie pour les nouveaux dirigeants actuels? Oui, j'ai de la sympathie, oui, bien sûr. Mais moi, je suis une scientifique, donc je juge sur du factuel. Voilà, sur ce que j'ai vu, c'est une planification qui est présentée. On lit la planification, on dit, OK, si on arrive à faire ça, ce serait bien. Maintenant, on ne peut pas anticiper sur les résultats, on attend de voir qu'est-ce que ça donne, est-ce que les résultats sont là et qu'est-ce qu'il y a à corriger, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qu'il y a à améliorer. Et pour pouvoir faire ça, il faut donner du temps au temps et voir la mise en œuvre de cette stratégie qui a été dégagée. D'accord, très bien. Très bien. Donc, c'est la dernière ligne droite. Quelques questions encore, madame. Vous êtes en train de vous réinstaller au Sénégal. C'est un retour. Vous ne vous occupez que de votre ONG ou auriez-vous d'autres occupations? Sinon, encore plus précis, lors de son message de fin d'année, Monsieur le Président de la République avait lancé l'idée d'une plateforme Liggéeyal sa réew pour l'ouverture de candidatures, les appels à candidature, etc. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Et est-ce que vous voulez aujourd'hui revenir travailler pour votre patrie? Oui, effectivement. Et je suis dans ça il y a quelques années maintenant. Le retour qui se prépare lentement. Et là, effectivement, j'interviens beaucoup dans l'ONG Agora au niveau de Saint-Louis. Mais aussi j'interviens au niveau du COS-Petrogaz et je travaille sur tout ce qui est
santé publique et environnement, l'impact de l'exploitation des hydrocarbures et des mines au Sénégal sur la santé humaine, mais aussi sur l'environnement et les mesures, en tout cas, qu'on doit prendre pour réduire ces externalités négatives-là. Maintenant, je suis au Sénégal, je travaille ici pour la plupart de mon temps. Donc, et voilà, donc la plateforme pour aider au retour les Sénégalais de l'extérieur, c'est quelque chose qu'on encourage. Et on encourage aussi l'appel d'offres pour une sélection beaucoup plus rigoureuse, j'allais même dire, et ouverte, pour donner la chance à tout le monde de pouvoir venir servir son pays. Donc là, je suis sur ces projets-là actuellement au Sénégal et qui me passionnent beaucoup et pour qui, j'espère, ont un impact positif sur les populations. D'accord, très bien. Vous parliez de Cospetrogaz, notamment il y a le gaz là-bas à Gorombach, à Diatara, là-bas que j'ai visité un peu avec les communautés de pêcheurs. Vous pensez que l'arrivée du gaz, l'exploitation, la production, tout ça va avoir des impacts positifs, des retombées positives pour la vieille ville de Saint-Louis? Ça, on doit exiger que ça se fasse parce que la Constitution dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Donc, les retombées doivent directement impacter les peuples. Ce qu'on voit avec certains projets comme GTA, on voit qu'il y a un impact environnemental très prononcé, que ce soit sur le changement climatique, mais aussi sur la biodiversité. Certaines espèces sont menacées, mais aussi les pêcheurs sont en train de faire le cri de cœur par rapport à leur perception de la réduction de la production au niveau du pêche artisanal, mais aussi les récifs qui devaient être faits, le nombre a été réduit. Donc il y a ces questions sociales-là sur lesquelles il va falloir qu'on rediscute avec... en l'occurrence à Saint-Louis avec BP, pour pouvoir vraiment essayer de réduire l'impact négatif sur les populations locales et sur les pêcheurs artisanaux. D'accord, très bien. Deux petites questions. Il y a l'anglais, la langue qui a été introduit, l'anglais introduit donc au préscolaire et à l'élémentaire. Vous, c'est votre langue de travail en Australie. Vous pensez que c'est une bonne chose? Oui. Moi, je pense que c'est une bonne chose dans la mesure où l'anglais est très parlé au niveau mondial. Donc déjà, ça donne l'opportunité à l'enfant sénégalais de pouvoir communiquer peut-être plus facilement, mais aussi d'avoir accès à l'information. Par exemple, beaucoup d'informations sont en anglais. Et avoir l'opportunité aussi pour l'enfant de parler plusieurs langues, c'est toujours une bonne chose. Donc je trouve que c'est une bonne initiative. Et j'espère que la mise en œuvre sera effective et l'évaluation va suivre. D'accord, très bien. Et c'est la langue de la science. Une toute dernière question. On revient au Thiéboudjian qui a été inscrit au patrimoine immatériel, je pense, de l'UNESCO. Le Thiéboudjian qui est saint-louisien, Pendambay. Mais même en préparant ça, un historien m'a dit qu'elle voulait faire en fait de la paella. Et elle se retrouvait avec du Thiéboudjian. Mais la question, est-ce que c'est bon pour la santé, le Thiéboudjian? Parce que... Oui, ça dépend de comment on la prépare et comment on la mange, la quantité qu'on mange, la fréquence. Peut-être c'est sur ces facteurs-là. Parce que je pense que parfois c'est très délicat, une habitude alimentaire qui est... Parce que l'alimentation, elle est d'abord culturelle. Donc de dire que ça, c'est pas bon. Je pense que l'approche devrait bientôt être de dire, OK, c'est ça que vous consommez, c'est ça que vous aimez. Comment on peut faire pour l'améliorer, pour que ce soit nutritionnellement beaucoup plus équilibré? Et je pense que c'est ça, peut-être s'il y a des réajustements à faire sur le Thiéboudjian, c'est ça qu'on devrait, par exemple, réduire la quantité de sel, réduire la quantité de matière grasse,
le mode de cuisson des légumes, etc. C'est sur ces choses-là qu'on devrait peut-être faire quelques réglages. Mais sinon, c'est notre plat national et on en est fiers. D'accord. Merci beaucoup. Vous savez bien le cuisiner. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. En tout cas, on a fait le tour. Et on vous félicite pour vos brillantes réponses. Et nous vous remercions pour avoir bien voulu accepter l'invitation de JDD. Merci à vous. Merci beaucoup. Et bon retour à Saint-Louis. Merci également à Abdoulaye qui a réalisé techniquement cette émission du dimanche. Merci à tous les auditeurs, tout comme les téléspectateurs, pour leur fidélité. Bon dimanche à tous et à toutes.